Les artistes européens, et occidentaux plus généralement, ont toujours montré un certain intérêt pour les cultures les plus lointaines de leur pays d'origine, une vieille fascination pour l'ailleurs. Les exemples ne manquent pas, que l'on pense aux chinoiseries qui s'épanouiront du XIVe au XVIIe siècle en Europe, objets d'art rappelant la Chine et l'Orient de façon plus globale, ou encore aux masques africains très appréciés au début du XXe siècle dans le milieu bohème parisien, pensons par exemple aux collections de Modigliani ou de Picasso. L'orientalisme est une autre manifestation de cet attrait pour un ailleurs souvent fantasmé. Cette mode naîtra en France au XVIIIe siècle avec la traduction des Mille et une nuits par Antoine Galland. Comme pour chaque mode de ce type, on retrouve un ailleurs radicalement différent de sa culture d'origine, utilisé soit pour des raisons esthétiques et créatives comme Mozart et sa marche turque, ou à des fins plus politiques, telles que Montesquieu dans ses lettres persanes utilisant le regard de l'étranger arrivant en France pour critiquer de manière détournée la société de son époque. Au XXe siècle, le cinéma s'emparera de cet Orient fantasmé avec le classique Le voleur de Bagdad. Le cinéma hollywoodien des années 80, comme celui de Spielberg, sera la continuation la plus nette de ce monde mêlant hostilité, avec des vizirs maléfiques, des combats à l'épée, des lieux saturés de pièges, mais également sensualité, par la présence de brunes incendiaires aux robes dénudées et aux bijoux tombant lourdement sur leur peau mate. Le jeu vidéo, comme tout média, n'hésitera pas à s'emparer de cette mode de l'orientalisme. Comme le décrira Jordan Wigley dans son blog, cet Orient présenté comporte toujours les mêmes caractéristiques, soit des pouvoirs magiques, des créatures surnaturelles, des affrontements entre tribus, des royaumes instables et bien évidemment des princesses à sauver. Jordan Mechner, jeune développeur de jeux vidéo dans les années 80, créera après Karateka le premier Prince of Persia. À l'instar des références évoquées précédemment, les Mille et une nuits feront partie du socle de l'imaginaire qu'il développera avec ce jeu et la série qu'il suivra. Lors d'une Game Developer Conference, en 2011, Jordan Mechner retraça le fil rouge du développement du premier Prince of Persia. Il affirma à ce moment-là qu'un animateur confirmé de chez Disney lui demanda à propos d'un nouveau jeu à créer et pourquoi pas Alibaba, Simbad. Cette proposition résonna avec force chez Mechner qui avoua avoir lu, durant son enfance, des versions adaptées de ces histoires. À l'aube du développement du Prince de Perse, Mechner relut les Mille et une nuits et fut convaincu qu'il y avait quelque chose à faire avec ces environnements marqués, ces archétypes forts, autant pour le récit en soi que pour la faisabilité sur Apple II, des éléments représentables en 40 pixels comme il le dira. Cet intérêt pour le classique du conte oriental sera réaffirmé dans le journal de bord que Mechner tiendra tout au long du développement. Le 25 juillet 1986, il écrira avoir l'idée d'un Arabian Nights type game, idée encore vague, mais pour laquelle Jordan Mechner voyait déjà un intérêt fort. Alors pourquoi s'inspirer en partie d'un livre, certes classique, mais datant de plusieurs siècles ? Tout s'explique lorsque l'on comprend la logique narrative de Mechner. Dans l'article Crafting a Video Game Story, lisible entre autres sur son site personnel, le développeur américain donne sa vision de la narration dans le jeu vidéo. Selon lui, on ne raconte pas une histoire dans un jeu vidéo de la même façon qu'on le ferait au cinéma. Les concepts clés d'une bonne histoire vidéoludique restent le game design et le level design. Allant un peu plus loin avec l'article The Sands of Time Crafting a Video Game Story, lisible sur Electronic Book Review, il précisera « La narration est bien entendu seulement un aspect du game design ». Il ajoutera que la façon la plus cool de raconter une histoire dans un jeu vidéo est d'éliminer ou de réduire les scènes cinématiques autant que possible, et au contraire, de construire le jeu de façon à ce que les moments les plus excitants de l'histoire se passent à l'intérieur du gameplay. L'objectif est donc d'éviter au maximum l'usage des scènes cinématiques, scènes se rapprochant le plus du cinéma, avec l'usage de plans, un sens du montage et une absence d'interaction du joueur, pour raconter via l'architecture des niveaux et des mécanismes du jeu son histoire. Faisant un parallèle avec le cinéma, Mechner développera sa vision en écrivant « Il existe un nouvel équilibre entre l'histoire et le gameplay. Dans un film, l'histoire est reine, pas autant dans les jeux vidéo. Le gameplay n'est pas là pour servir l'histoire, c'est l'opposé que l'on observe. L'objectif de l'histoire est de supporter et renforcer le gameplay. » Utiliser, entre autres, un livre comme Les Mille et une nuits aide donc Jordan Mechner dans sa recherche d'une narration par le level et game design. En effet, plutôt que de présenter l'environnement ou les personnages, il s'appuie sur un univers populaire ultra référencé qui, à la simple vision du joueur,
renverra à une foule de récits et référents déjà connus. Il y a donc chez le joueur une préconnaissance qui permet à Mechner de réduire au maximum le besoin d'expliciter chaque élément. Sans avoir lu Les Mille et Une Nuits, les nombreuses adaptations au cinéma, en bande dessinée ou dans les albums pour enfants font que le grand public connaît déjà cet univers orientalisant. La traduction de Galland comme pierre angulaire à ce monde fictionnel a ajouté au conte enchâssé des manuscrits originels d'autres histoires qui sont le plus souvent connues de tous. Pensons à Aladdin, Simbad le marin ou Ali Baba. La question cruciale est la suivante. Qu'emprunte Mechner aux Mille et Une Nuits ? Tout d'abord les personnages. Dans le guide officiel de l'époque, en français, on nous parle d'une princesse qui n'a pas de nom et qui n'en a pas plus dans le texte s'inscrivant sur l'écran au début du jeu. Sans la nommer, le fait de situer l'action en Orient, d'en faire la fille du sultan, fait forcément penser à la fameuse Scheherazade, narratrice du récit fleuve. De même, Jafar, le vizir qui vous enfermera dans la tour d'un donjon pour vous empêcher de voir la princesse, et ainsi commencer une idylle avec elle, car son idée est d'épouser la demoiselle, est tout autant un personnage présent dans les Mille et Une Nuits. Seulement, si les noms ou les archétypes concordent, on observe cependant quelques changements par rapport au matériau d'origine. Dans les Mille et Une Nuits, la princesse se sacrifie d'une certaine façon en décidant d'épouser le roi Shahryar, roi sanguinaire, tuant chacune de ses épouses. Elle lui racontera alors une histoire chaque nuit, mais en prenant le soin de terminer sur un grand suspense, le forçant à l'épargner. Chez Mechner, pour le premier épisode, tout du moins, on ne retrouve qu'une classique figure de femme en détresse, résolument passive par rapport à son modèle lointain. De même, Jafar, dans le premier Prince of Persia, tient davantage du grand méchant que l'on retrouvera 3 ans plus tard chez Disney avec le film Aladdin. Dans le récit originel, le personnage tente au contraire de décourager Scheherazade de se marier avec le roi Shahryar. Autre emprunt évident, celui de l'esthétique orientalisant, que l'on a découvert par la lecture des Mille et Une Nuits, mais encore par les nombreuses gravures qui suivront la première traduction, sans images, de Galland. Dès l'ouverture du jeu, le joueur entend une musique très typée Orient et observe surtout plusieurs éléments esthétiques caractéristiques de l'orientalisme, comme le palais, le désert, l'oasis, mais également la forme de la porte permettant une vue sur le royaume. La première scène cinématique, rare dans le jeu, continue à diffuser cet orientalisme avec la vision d'un espace saturé de coussins et une série d'arcs typiques de l'art musulman. Autre emprunt de taille qui permettra à Mechner de libérer sa fibre créative en imaginant un level design soigné et adapté à un gameplay dynamique, les pièges. L'orientalisme, par ses récits les plus connus, même s'il s'agit d'ajouts au manuscrit premier, regorge d'univers dangereux, que l'on pense à Simbad qui affronte des monstres sur une île lors de son 3e voyage, ou encore à l'univers clos de la caverne d'Ali Baba. Mechner développe un véritable labyrinthe, gris et obscur, à la manière de la caverne d'Ali Baba, qui évolue ensuite avec un parcours au sein du palais, où les références esthétiques sont nombreuses. Le développeur prend à son compte le danger attendu pour cet ailleurs fantasmé, et propose une série de trous, de pics sortant du sol, de grilles se levant à certaines conditions, et même des combats au sabre. Tout est question de timing, de maîtrise, de die and retry, mais cet aspect purement pratique et mécanique est toujours soutenu d'un enrobage très référencé qui donne une plus-value à ce premier Prince of Persia. Enfin, s'inspirant de l'aspect magique des Mille et Une Nuits, pensons à la lampe dans Aladdin, Mechner crée un système de potions qu'il développera dans sa série. Potions renforçant la force, l'agilité, voire rendant invisible un court instant. Ainsi, sans adapter littéralement une œuvre littéraire, Mechner inscrit fort intelligemment son média de prédilection, le jeu vidéo, dans une mode plus large mais riche en créativité qu'est l'orientalisme. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à suivre la page Facebook qui s'affiche, je vous souhaite une excellente lecture et un bon jeu, à bientôt.